Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir pour cet atelier. Avant de commencer la présentation de l'atelier, pardon, ah, On a pris un carreau. Alors, je Monsieur ne- Fabre-Cartier, pourriez-vous, s'il vous plaît, couper votre micro? Merci à vous. C'est à toi, Dominique. voilà, merci beaucoup. Et donc, avant de commencer l'atelier proprement dit, et avant même de vous le présenter, nous allons faire un premier sondage pour essayer de voir un peu, de mieux nous connaître. Un premier sondage que je veux bien que la régie lance. Merci beaucoup. Et je voudrais savoir en tant que quoi êtes-vous présent aujourd'hui, citoyen, pêcheur, plaisancier, professionnel, etc. Si vous pouvez répondre rapidement. Est-ce qu'on peut avoir le résultat, la régie? Alors, donc on a beaucoup de citoyens et peu de professionnels par rapport aux autres ateliers, donc c'est une information intéressante. Est-ce que maintenant on pourrait lancer le sondage concernant l'origine, de quel département vous venez? Puisque ce débat se déroule sur 2 régions et donc c'est intéressant de savoir si, vous êtes plutôt, des PO ou des Bouches-du-Rhône ou d'autres départements. Merci beaucoup. Donc une majorité de Bouches-du-Rhône, autres. Bon, ça c'est intéressant aussi. On aimerait bien savoir où c'est. Et donc on a surtout des Bucco-Rhônais, on dit? Je ne sais plus. Des Merci. Bucco-Rhodaniens. Merci beaucoup, Arthur. Je savais bien que tu avais la réponse. Donc, avant de commencer vraiment, on va d'abord, vous présenter le projet par un petit film très court qui, dure 3 minutes 30 pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Corse. La régie, vous pouvez lancer le film, s'il vous plaît? Alors, apparemment, nous avons un petit problème de son. Et Daphné confirme qu'il n'y a pas de son pour le film. Donc, peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être résolu ou est-ce que vous préférez qu'on passe d'abord le film qui présente le débat? Non, on réessaye. Toujours pas de son apparemment. Est-ce que vous pensez que c'est lié au film ou on aura la même chose sur le débat? Programmation Voilà. pluriannuelle de Merci. l'énergie et prévoit notamment l'installation de 2 parcs d'éoliennes flottantes en Méditerranée. Grâce à leur technologie innovante, les éoliennes flottantes ont une forte productivité. Elles peuvent en effet être installées loin des côtes, là où les vents sont forts et réguliers, sur des flotteurs ancrés au sol marin. Au niveau mondial, cette technologie est en expansion. Développer cette filière en France dès aujourd'hui, c'est à la fois diversifier la production électrique française et saisir une opportunité économique majeure. Le projet prévoit que chacun des 2 parcs ait une puissance de 250 MW et bénéficie à terme d'une extension de 500 MW, portant ainsi la puissance installée par parc à 750 MW.
L'énergie produite serait transportée vers le réseau électrique par RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité avec un raccordement mutualisé entre chacun des parcs et leur extension. Ce sont des entreprises spécialisées qui développeront chaque parc éolien, puis son extension. Une première procédure d'appel d'offres prévoit d'attribuer en 2022 la construction des premiers parcs à un ou deux lauréats, puis une seconde, à partir de 2024, confiera la construction de leurs extensions à un ou deux lauréats. L'État, après concertation des acteurs locaux, a identifié 4 zones d'études en mer propices à l'implantation de parcs d'éoliennes flottantes. 4 zones d'études pour le raccordement électrique comprenant chacune une partie en mer et une partie à terre ont aussi été déterminées. De nombreux enjeux se conjuguent au sein des zones étudiées en mer et à terre. Biodiversité, défense nationale, sécurité et trafic maritime, présence de 3 fermes pilotes d'éoliennes flottantes en cours de déploiement, tourisme et loisirs nautiques, pêche et aquaculture, activités économiques et portuaires, patrimoine et paysages, foncier agricole. Les parcs éoliens et leurs raccordements devront être installés dans les zones où les impacts sur l'environnement et les activités humaines seront les plus faibles. Dès aujourd'hui, le public est invité à prendre part à un débat public. Il pourra notamment participer à la définition des caractéristiques du projet, en particulier la localisation des futurs parcs et de leur raccordement. L'État souhaite que le débat permette d'identifier au moins 3 zones préférentielles pour l'implantation de 2 parcs éoliens et de leurs corridors de raccordement respectifs. Au moins une zone préférentielle devra être située en région Occitanie et une en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour en apprendre plus sur le projet, l'État et RTE ont élaboré plusieurs documents d'information à destination du public, tels que le dossier du maître d'ouvrage, un livret technique ou un atlas cartographique. Vous les retrouverez sur le site de la CNDP qui vous permettra également de prendre part au débat. Merci beaucoup. Donc avant de poursuivre, on va juste faire un petit rappel du débat et de son organisation en 2 minutes. Vous voulez bien passer le film à la régie, s'il vous plaît? Elle, c'est Camille. Et Camille est comme tout le monde. Elle aime bien quand on l'écoute. Alors, quand elle a entendu qu'un projet d'éolienne flottante allait voir le jour en Méditerranée, elle s'est dit que ça aurait été bien qu'on lui demande son avis, avant que tout se décide sans elle. Heureusement pour Camille et pour tout le monde, rien n'est encore décidé. Comme ce projet est un très gros projet d'aménagement, un débat public est organisé. Son but? Informer, évidemment, mais aussi inviter tout le monde à participer au débat avant de décider ou non de poursuivre le projet. Et pas besoin d'être expert pour s'exprimer. Chacun peut poser ses propres questions sur n'importe quel sujet ou proposer ses idées. Pas seulement sur la couleur des éoliennes, Camille. Sur l'opportunité du projet, la localisation de zones potentielles, les alternatives éventuelles, l'impact environnemental ou les enjeux socio-économiques. Bref, tout ce qui t'intéresse. Et même si l'État qui porte ce projet n'est pas tenu d'appliquer les remarques de tout le monde, il a l'obligation de répondre à toutes les questions. C'est comme ça, c'est dans la loi. Alors vous aussi, faites comme Camille et exprimez-vous sur ce projet de territoire et participez au débat organisé par la commission particulière du débat public. Et c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site web du débat ou sur les réseaux sociaux. En plus de tout ça, des débats locaux seront organisés sous la forme d'ateliers cartes, de jeux, de visites de terrain, sans oublier les traditionnelles réunions publiques. Le tout dans le respect des règles sanitaires, évidemment. Alors, n'attendez pas que ce projet se fasse sans vous, prenez la parole. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter quelques arguments qui ont été évoqués sur le sujet de ces ateliers, sur les énergies, sur l'énergie, sur la politique énergétique et particulièrement sur les alternatives. Si vous voulez bien, Antoine et Élise. Quelle est la multinationale qui va récupérer ce projet? Il ne faut pas faire de l'énergie renouvelable comme on faisait de l'énergie fossile. J'ai du mal à voir l'impact sur le climat. Tout le budget alloué à l'éolien flottant pourrait-il aller à l'EPR? Pourquoi diversifier le mix énergétique alors qu'en France, le kilowattheure est peu carboné?
Plutôt que de faire des débats sur l'éolien, il faut changer le modèle de consommation. On défigure un espace. On devrait utiliser l'espace déjà occupé, par exemple mettre des panneaux solaires sur le toit de Leclerc ou Casino. C'est moins cher de mettre des panneaux solaires. Je préférerais une centrale nucléaire parce que c'est maîtrisable, pilotable et sans émissions de carbone. Je comprends qu'on a besoin d'une énergie plus verte, mais à 35 km, elle reste trop proche. Pour moi, l'avenir, c'est l'hydrogène. L'énergie solaire est meilleure. C'est près de chez soi ou près des lieux de consommation de cette énergie. La solution est de conserver l'atome pour ne pas revenir au charbon comme en Allemagne. Donc oui aux éoliennes, mais avec le nucléaire. Ils veulent tous être verts, mais ils ne veulent pas d'éoliennes. Ça me gonfle. Au Danemark, les gens financent des projets comme ça et ça marche. Merci beaucoup. Donc, en fait, on voit bien que tous ces arguments qui ont émergé au cours des rencontres qu'on a faites dans les différentes modalités du débat que nous avons mis en place, ce sont des questions qui se posent sur les politiques énergétiques, sur les alternatives, sur les bilans carbone. Et c'est dans ce cycle d'ateliers qu'on a voulu aborder ces questions que le public voulait soulever. Et donc, en fait, on arrive au 3e atelier de ce cycle sur les politiques énergétiques. Je rappelle très rapidement, d'abord l'objectif de ce cycle, c'était de resituer le projet dans une vision globale du cadre énergétique. Et donc, le premier atelier qui s'intitulait « Quelles énergies pour quel mode de vie ?» en 2050 questionnait les hypothèses d'évolution des besoins en énergie, donc des usages, pour aboutir à quel mix, et s'interroger aussi sur quel système de production électrique en 2050, c'est-à-dire la politique publique sur l'énergie et l'électricité dans sa globalité, les scénarios de production et le lien entre production centralisée et territoire. Le deuxième atelier, qui s'appelait « L'éolien flottant, une énergie vraiment propre », là, nous nous sommes interrogés sur l'impact des parcs éoliens flottants sur la trajectoire du mix énergétique, et on a tenté de faire émerger des éléments de réponse à la question « Dans quelle mesure l'éolien flottant décarbone-t-il le mix énergétique ?» Et le troisième atelier, donc aujourd'hui, cherche à identifier les projets alternatifs ou complémentaires aux projets soumis au débat. Donc, nous allons maintenant passer au vif du sujet. Étienne, si tu veux bien. Alors, on a perdu Étienne. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir. J'espère que vous m'entendez correctement. On t'entend bien, oui. On vous entend. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement, cette réunion est un petit peu particulière, comme vient de le dire, Dominique. C'est un peu une réunion où nous vous proposons d'aller un peu plus loin, de rentrer un petit peu dans le détail. C'est très intéressant que dès le début de ce débat, beaucoup de participants ont souhaité effectivement aborder les questions d'énergie de façon globale et remettre ce projet, en tout cas questionner ce projet dans un cadre très large de finalement quel est le bon chemin ou quelles sont les actions qu'il faudrait mettre en œuvre pour une politique énergétique qui convienne et qui aboutisse à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, nous avons proposé en fait ce soir à un certain nombre d'acteurs de venir commencer un petit peu à poser les bases de ces actions, donc, qui sont soit alternatives, soit complémentaires au projet. Ça peut être différentes façons. Ces acteurs ont soit répondu eux-mêmes à un appel effectivement à idées qu'on a lancé, soit ils étaient eux-mêmes participants au débat et ils ont eu envie de compléter, d'aller un petit peu plus loin. Et puis certains, nous sommes allés aussi les contacter pour de là où ils étaient, de leur expérience, pour qu'ils puissent effectivement nous parler de ces actions alternatives ou complémentaires. Alors, de façon à ce que la réflexion puisse effectivement se dérouler le mieux possible, nous vous proposons en fait d'écouter ces acteurs qui ont bien voulu participer ce soir, de les écouter. Alors, chacun va pouvoir présenter ce qu'il fait ou ce qu'il a l'intention de faire ou ce qu'il propose.
Dans 3 sous-groupes. Nous allons donc partir pour une séance en fait, qui va durer 45 minutes, 3 fois 15 minutes en fait. Et pendant 15 minutes, vous serez donc dans un sous-groupe et vous écouterez 3 intervenants qui présenteront justement des regards, des visions, des projets, des alternatives ou des projets complémentaires. Pendant ces 15 minutes, donc chacun de ces intervenants parlera 3 minutes. Ça fera 3 fois 3, 9. Et puis à la fin, on aura 5-6 minutes pour les interroger, les questionner. Nous ne rentrerons pas encore à ce moment-là dans le débat sur savoir qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien, où est-ce qu'il faut aller, mais nous serons vraiment dans un échange pour quelque part se mettre en mouvement un peu intellectuel et réfléchir et entendre des choses que peut-être on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur les questions d'énergie. À l'issue de ce temps, donc de cette première session, de ce temps 1, nous pourrons à ce moment-là nous retrouver en plénière et puis nous repartirons en sous-groupe, cette fois-ci en sous-groupe vraiment de travail. Le principe d'un atelier, c'est qu'on y travaille. Et là, cette fois-ci, on proposera à chacun des sous-groupes de répondre aux 2 questions qui sont à l'écran, donc dans le temps 2, pour aller au-delà et regarder effectivement s'il y a des actions alternatives ou complémentaires au projet qui seraient prioritaires et quelles conséquences elles auront éventuellement pour le dimensionnement ou pour l'opportunité du projet d'éolienne flottante. Voilà, donc ces 2 temps, c'est vraiment important. Attention, il ne s'agit pas du tout, dans le premier temps, on va écouter beaucoup de choses. Évidemment, même avec 9 interventions, on ne couvrira pas tous les possibles et toutes les actions possibles en matière de politique énergétique sur le territoire. Donc voilà, l'idée, c'est que ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres idées possibles. Nous ne vous demandons pas de classer ou de voter pour l'une ou l'autre. Nous avons demandé à ces personnes de venir, et elles ont bien voulu accepter, je les en remercie vraiment le plus chaleureusement possible. Nous leur avons demandé de venir vraiment pour nous mettre tous en mouvement et réfléchir effectivement à la politique énergétique, conformément aux souhaits que vous avez pu exprimer, que les participants ont pu exprimer dans les 2 premiers ateliers. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, on sera ravis d'y répondre dans le chat. Mais le principe, donc, maintenant, c'est de passer dans ce temps 1. Donc, vous allez être répartis en sous-groupes. Pendant ces 3 moments de 15 minutes chacun, donc pour le total de 45 minutes, nous resterons dans le même sous-groupe et ce seront les intervenants qui se déplaceront. Nous pourrons répondre évidemment à toute question qui se pose à l'intérieur de ces sous-groupes. Je vais donc demander à la régie, si vous voulez bien, de nous basculer dans les 3 sous-groupes pour cette première session. Étienne, est-ce que tu veux faire une petite synthèse de ce qui s'est dit dans les groupes? Alors, merci beaucoup Dominique. Ayant participé à un seul groupe, donc effectivement, comme on disait, la synthèse sera difficile. En tout cas, je pense que vous avez tous compris un petit peu les rassemblements un peu thématiques qu'on a tenté de faire, bien entendu, notamment avec un groupe qui était un peu plus autour des questions techniques, des alternatives techniques, peut-être un groupe un petit peu plus sur les logiques vraiment de politique énergétique au sens large, et puis d'autres sur vraiment des modalités, et notamment tout ce qui est action de sobriété, d'efficacité. Donc voilà, ça fait 3 un peu sous-ensembles, mais voilà, on ne souhaitait pas forcément figer ou fixer les choses de façon plus importante. Ce qui nous semble important, c'est vraiment que chacun du coup ait entendu les initiatives, les horizons un peu proposés par les uns et les autres. Donc voilà, on est vraiment désolé pour les petits bugs techniques qui ont pu avoir lieu notamment lors de la première séance qui a été la plus courte. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, si vous voulez bien, c'est de prendre un temps qui va durer à peu près 45 minutes. Alors, l'idée est assez simple, hein. On vous propose maintenant à partir de ce qui vient de vous être dit, ce que vous avez entendu et des débuts de discussion dans chacun des groupes, on vous propose en fait de débattre entre vous, parce que le débat public, c'est pas seulement écouter des intervenants, poser des questions et réagir, mais c'est aussi essayer d'imaginer le futur de cette politique énergétique. On a, et ça, à mon avis, c'est un point très important, nous avons autour de l'écran une vraie diversité de profils et de participants. Vraiment, je vous remercie tous d'être là, parce que c'est cette richesse qui va faire la qualité des échanges. Je pense évidemment aux représentants de l'État qui sont en charge de cette politique énergétique. On a aussi une représentante, une élue vice-présidente de la région Sud-PACA, qui nous dira sans doute un peu à la fin de la réunion aussi ce qu'elle a entendu aussi de ces différents débats. Et puis, on a plein d'acteurs qui, à leur niveau, à leur
là où ils sont, en tout cas, contribuent d'une façon ou d'une autre à la politique énergétique. Donc l'idée, c'est que maintenant, on va repartir en sous-groupe. Alors, est-ce que peut-être on peut réavoir la diapo qui présentait les consignes du temps 2, si je peux demander à la régie, s'il vous plaît. Avant ça, est-ce que Dominique ou Arthur, vous voulez ajouter un petit mot simplement sur des faits marquants qui ont eu lieu dans les ateliers, dans les sous-groupes, pardon? Dominique, Arthur? Dominique, on n'a pas ton micro. Oui, peut-être deux éléments qui sont peut-être ressortis du côté du groupe C. Effectivement, des discussions qui ont beaucoup porté sur l'intérêt des alternatives locales, en quoi est-ce que cela pourrait être complémentaire ou même se substituer à de gros projets. Et puis des échanges qui ont aussi permis d'aborder les questions de sobriété énergétique, comment est-ce qu'on intègre à la réflexion, au-delà de la réflexion sur les alternatives de production d'énergie renouvelable, comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on adopte une réflexion plus globale qui intègre les questions de sobriété. Oui, aussi Merci. des discussions sur l'appropriation des projets, selon que le projet est partagé par des citoyens ou si c'est mis en opération par un privé, et aussi des discussions sur les alternatives qui consisteraient à éloigner les parcs. C'était le troisième groupe surtout. Et les questions économiques liées à cet éloignement, les questions de paysage, etc. Parfait, merci beaucoup. Alors, ce qu'on vous propose donc maintenant, c'est de passer un peu en mode débat et débat productif, c'est-à-dire on a beaucoup tourné autour des questions que vous venez de rappeler, Dominique et Arthur. Maintenant, collectivement, est-ce qu'on peut dessiner un chemin ou des chemins, en tout cas possibles, autour de ces questions de politique énergétique? On va vous poser 2 questions. Vous avez 45 minutes pour en débattre. Vous n'êtes absolument pas obligé d'être tous d'accord entre vous, qu'on soit tout à fait d'accord. Ce n'est pas un débat public, ce n'est pas un exercice de consensus obligatoire, ce n'est pas ça. Mais on voudrait vraiment que chacun puisse s'exprimer de façon la plus forte possible pour tout simplement dire un peu ce en quoi il croit et l'horizon qu'il propose et qu'il souhaiterait en matière de politique énergétique. Voilà, alors ces 2 questions, elles sont les suivantes. Quelles actions alternatives ou complémentaires au projet sont prioritaires? Et puis, quelles conséquences elles peuvent avoir sur le projet? On a beaucoup discuté déjà de est-ce que c'est des alternatives, est-ce que ce n'est pas des alternatives, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça remplace ou non? Alors, le temps finalement, vu que l'heure a un petit peu filé, le temps va être un peu plus court. On va se contenter probablement de 30 à 35 minutes, mais les animateurs, de toute façon, vont vous donner plus d'éléments. Et puis, on se retrouve donc dans 30 à 35 minutes. Vous aurez un outil. Je laisse Dominique, Arthur expliquer chacun dans son groupe la façon dont on va travailler. Et on se retrouve tout à l'heure pour un échange en plénière des conclusions de l'atelier. Merci. Donc, on va commencer par… alors, voilà, l'idée était effectivement d'avoir un temps quand même un peu plus long pour que chacun puisse s'exprimer et qu'on débatte un petit peu plus dans le détail des priorités. Comme je le disais, ce n'est pas grave si on n'a pas rempli tous les tableaux Klaxoon avec plein de post-it partout. L'idée, c'était qu'il y ait une discussion et que tout le monde puisse réfléchir. Je vous invite en tout cas à poursuivre la discussion même au-delà de la réunion de ce soir, donc on en reparlera, mais vous avez la possibilité de faire des contributions, de poser des questions dans le SQR, et vous avez aussi la possibilité de poser un cahier d'acteurs dans le débat. Si à l'issue de cette réunion, par exemple, vous avez l'impression que oui, il y a une trajectoire que vous voulez porter, ou vous et d'autres. Les cahiers d'acteurs ne sont pas réservés aux institutions ou aux organismes. Une personne seule qui participe au débat, qui a envie de porter ses arguments, peut parfaitement nous proposer un cahier d'acteurs. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Je propose qu'on prenne dans l'ordre, Dominique et Arthur, si vous en êtes d'accord, pour le rapport du groupe A, et ça permettra au groupe B de se préparer, puisque j'ai demandé à M. Guéniche s'il voulait bien être le rapporteur du groupe B, mais je n'ai pas eu sa réponse, puisqu'on a été coupé. Donc, M. Guéniche, faites-moi savoir dans la discussion si vous êtes bien d'accord pour apporter
notre discussion. Et donc, du coup, on va laisser le rapporteur ou la rapporteuse du groupe A Voilà. pour démarrer D'accord. un temps de 5 minutes, pas plus. Merci. Alors, le rapporteur du groupe A, c'est Monsieur Rousseau qui s'est porté volontaire. Merci beaucoup. À vous. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Oui, c'est parfait. Ok. Donc, je vais essayer de vous redire ce qui a été dit. D'une part, on a beaucoup parlé de sobriété. Sobriété pour ne pas voilà, éviter la course à l'échalote, éviter le gaspillage, éviter l'augmentation, une sorte d'effet rebond hein, des consommations. Et avec aussi l'objectif de limiter les impacts sur la biodiversité. Donc, on a entendu des gens qui voulaient tout simplement attendre, ne pas faire ce projet, en tout cas tel qu'il est. Et sachant que la sobriété, c'est une priorité, mais le changement de mode de vie qu'elle implique se fait sur une période de temps trop longue. Et donc, sans passer à d'autres pistes, on ne va pas pouvoir… voilà, il faut agir sur plusieurs leviers en même temps, sinon on n'y arrivera pas. Voilà pour cet aspect sobriété qui a beaucoup été évoqué, hein, j'insiste là-dessus. Ensuite, il y a une partie sur le mix énergétique, bien entendu. Donc, on a beaucoup parlé de solaire, on a parlé de nucléaire, on a parlé de fusion aussi. Donc, voilà, essayer de se ménager un mix le plus complet possible, avec des précisions, par exemple, sur le photovoltaïque, qui n'est pas toujours la panacée. Hein, il consomme des ressources, il ne produit pas la nuit. Donc, voilà, on ne peut pas tout miser non plus sur le photovoltaïque. Et puis, on a entendu aussi des choses sur le développement du réseau électrique dans les zones rurales pour remplacer les consommateurs de fioul par des consommations électriques et donc décarboner, entre guillemets, l'énergie consommée dans nos territoires ruraux. Et puis là-dessus, on a eu un point de la région Occitanie, donc qui a rappelé la stratégie REPOS, Région Énergie Positive Horizon 2050, qui est extrêmement ambitieux et qui s'appuie à la fois sur les deux aspects qui ont été évoqués là, c'est-à-dire la sobriété et les énergies renouvelables. Il y a eu aussi une intervention, pour finir sur les solutions alternatives, sur le mode de financement, avec le côté important de faire participer les citoyens, pas seulement comme aujourd'hui à discuter, à être autour de la table, mais aussi, pourquoi pas, à s'investir concrètement dans des projets comme celui-ci, ce qui permet en particulier une meilleure acceptabilité de ce type de projet. Voilà pour ce qui a été dit sur ces sujets-là. Et donc, l'Adréal, qui était présent, a répondu favorablement aux aspects financement participatif, en disant que le ministère était à l'écoute de ces sujets-là, en disant que ça se faisait déjà d'ailleurs par l'intermédiaire des développeurs, mais la réponse qui a été faite était de dire aussi que ce n'est pas forcément aux développeurs de proposer aux citoyens de contribuer, ça devrait être fait par le ministère, par la puissance publique en tout cas en général. Et là aussi, la région Occitanie a été citée en exemple, puisque la région Occitanie propose un euro citoyen, 1 euro de la région pour des projets d'ENR citoyens. Voilà, j'espère que j'ai à peu près fait le tour. Oui, il manque juste peut-être la dernière intervention de Madame Amy. Voilà, dire que attendre, venez un petit peu en contrepoint avec… alors, effectivement, donc celle-là n'était pas dans les post-it, mais vous avez raison, merci de le mentionner. Donc, pardon, Madame Amy de Valeco, qui est un développeur éolien, a insisté sur l'intérêt de ce type de projet, à la fois en termes de compétitivité internationale, en gros, pour ne pas laisser les autres le faire à notre place, et puis aussi en termes d'enjeux d'emploi local et aussi évidemment en termes de décarbonation de l'énergie telle qu'on l'a aujourd'hui en France. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rousseau. Alors du coup, je n'ai pas encore la réponse de Monsieur Guéniche. Est-ce que Monsieur Guéniche, vous m'entendez? Est-ce que vous êtes OK pour apporter le groupe Oui, je suis là. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je suis désolé, on n'a pas eu le temps pour voilà, nous faire une petite synthèse à partir des post-it qui sont là, de ce qui s'est dit dans le groupe B. Je vais faire mon possible pour ne rien oublier. Donc, effectivement, plusieurs sujets ont été évoqués. Un des premiers, c'est effectivement choisir la zone d'évitement maximum, même hors cadre, c'est-à-dire qu'effectivement, même si on a choisi des 4 macrozones au départ, rien ne nous empêche d'imaginer d'aller encore plus loin, et à condition, effectivement, de faire des parcs
plus grand et capable de produire plus d'énergie pour amortir les coûts supplémentaires consistant à éloigner au maximum les éoliennes. Il y a une question très intéressante qui a été posée, c'est quantifier le paysage, combien de jours par an on verrait les éoliennes. Effectivement, pour savoir si ça vaut le coup de les rendre invisibles ou de les éloigner, est-ce que finalement la météo ne les rendrait pas invisibles d'elle-même? Donc, il y a une réponse à la question dans le dossier météo de Météo France qui est joint au dossier général technique. Une question posée aussi, c'est s'engager, est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans un projet aussi grand alors que la question de la recyclabilité des éoliennes et en particulier de leurs pales est une question cruciale actuellement en Allemagne. Par exemple, on entrepose des dizaines de milliers d'éoliennes par terre sans savoir quoi en faire. Et une ébauche de réponse a été apportée par M. Darquin qui dit qu'effectivement, il y a aujourd'hui des industriels qui commencent à proposer des solutions. Donc la question, c'est toujours pareil. Ils commencent, est-ce qu'ils sont capables de le faire aujourd'hui? Est-ce qu'ils seront capables de les faire, les mettre en œuvre quand on voudra construire ces parcs? À quel prix? C'est toujours pareil. Bien sûr, l'éternelle question qui revient, c'est bien sûr, c'est privilégier la sobriété avant de continuer à construire des usines à gigawattheure. Poser des questions. Alors l'évitement, c'est aussi l'évitement de la consommation. Si on veut éviter de voir des éoliennes, ben, peut-être le mieux, c'est d'éviter de consommer de l'énergie pour être obligé de les faire. Et bien sûr, très bonne remarque aussi, c'est finalement tout est une question de technique, c'est-à-dire que on ne pourra pas facilement revenir comme des Amish. Il faudra maintenir, enfin, on n'aura pas le choix que de maintenir autant que possible nos modes de vie, et ce sera un défi technique de le faire en consommant moins d'énergie. Bien sûr, la participation citoyenne des retombées locales est très importante. Ce serait dommage, effectivement, de faire venir des groupes étrangers construire ces éoliennes sans que les gens du coin, entre guillemets, soient impliqués et participent à leur construction. Très bonne question aussi, c'est un budget donné, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que des éoliennes? Donc en particulier, développer le fret ferroviaire. Mais de toute façon, cette question, elle est générale. C'est aujourd'hui, vu l'urgence climatique, quels sont les euros qui vont diminuer le plus rapidement notre consommation, enfin nos émissions de CO2? Ça, c'est la question la plus cruciale, je pense. Après, la question qui avait été aussi, est-ce qu'au lieu de faire un développement capitalistique, donc avec de gros acteurs très puissants financièrement, etc., et donc dessaisir les citoyens de leur avenir énergétique, est-ce qu'on ne devrait pas relocaliser la production d'énergie, faire en sorte que les citoyens produisent eux-mêmes leur énergie? Donc, effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce que globalement, ça ne coûterait pas plus cher finalement ou pas? C'est une question qui se pose. Peut-être que les gens préfèrent payer plus cher à condition de garder la maîtrise et le contrôle. D'autres personnes qui préféreront déléguer à l'État cette responsabilité. Mais effectivement, la question c'est, est-ce l'État qui restera en contrôle, donc qui représente les citoyens, ou est-ce qu'effectivement l'État va laisser la bride sur le cou à des industriels très capitalistiques et qui vont s'arroger ce projet sans que les citoyens puissent faire quoi que ce soit. Le solaire, alors bien sûr, le solaire, j'avais moi-même posé la question, il y a une capacité de développer du solaire sur tous les toits industriels, sur les routes, etc. Effectivement, il y avait un élu qui avait répondu, un technicien qui avait répondu, le problème c'est que le solaire, ça produit de l'énergie l'été et le jour, mais pas beaucoup l'hiver et la nuit. Donc l'éolien, par contre, lui, il produit beaucoup d'énergie quand il y a du vent, c'est-à-dire plutôt l'hiver et aussi la nuit. Donc la question, c'est effectivement, c'est maximiser le foisonnement de ces énergies renouvelables pour qu'elles puissent s'entraider les unes les autres et qu'à la fin, on ait une espèce de production relativement stable d'énergie. Et ensuite, bien sûr, le cycle de vie du photovoltaïque est-il meilleur ou moins bon que l'éolien? Donc effectivement, on voit après toutes ces interventions que le problème est compliqué
et qu'une fois, moi, si je peux faire une conclusion, face à nos interrogations et nos questions philosophiques sur notre avenir, sur nos modes de vie qui sont vraiment des questions fondamentales de notre vie d'être humain, en face, la solution, elle se trouvera dans les chiffres, dans les mesures, et effectivement avec une petite dose de subjectivité pour savoir qu'est-ce qu'on est prêt à payer en plus pour que ça soit mieux. Merci beaucoup, Monsieur Guenich, d'avoir relevé ce défi au pied levé. On va passer au groupe C, s'il vous plaît. Et c'est au tour du groupe C, effectivement, avec Daphné qui a accepté de relever le défi. On vous écoute. Oui. Alors, de notre côté, il a été dit que la priorité était de ne lancer aucun appel d'offres tant qu'il n'y avait pas de retour sur les expérimentations menées avec les fermes pilotes et que le report du projet permettrait une meilleure acceptation sociale et une meilleure qualité environnementale. Une autre personne a précisé que c'était une volonté partagée, mise à part par les porteurs de projets ou les services de l'État, que c'était un choix de société de développer des méga-projets très concentrés, même sans l'atome, et qu'il fallait aller vers un changement de modèle. C'est une nécessité, notamment issue du dernier rapport du GIEC. Les initiatives citoyennes sont intéressantes, mais ne sont pas suffisantes pour pallier pour répondre à la demande croissante de consommation électrique. Que la phase expérimentation était OK, mais pour la phase développement, c'est à réfléchir. Les effets des machines, des éoliennes flottantes sur la biodiversité ne sont pas assez connus. L'alternative pourrait être de trouver des conditions pour garantir la prise en compte des résultats des fermes pilotes dans le projet actuel. Sinon, ce sera trop tard. Donc ça, c'est une intervention du CER. L'intégration, de toute façon, se fait au fur et à mesure, mais il faudrait l'écrire quelque part pour l'acter, cette intégration au fur et à mesure. Le développement des projets de proximité pourrait être une alternative, fait partie des solutions dans le mix énergétique et permettrait aussi une meilleure prise de conscience de la part des gens de leur consommation électrique. On peut aussi agir massivement sur les économies d'énergie en étant plus coercitif et en développant la sensibilisation, mais ça c'est déjà largement fait à tous les niveaux, c'est-à-dire à l'échelle du citoyen, des collectivités territoriales, des entreprises. Il a été aussi posé comme question comment transposer la participation citoyenne qui existe dans ces projets je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin les projets de participation citoyenne, de développement de projets ponctuels de production d'électricité, comment on pourrait la transposer au projet d'éolien flottant. Il a été dit de ne pas oublier le solaire thermique aussi dans la sobriété énergétique. Il a été rappelé aussi l'article 5 de la Charte de l'environnement qui pose le principe de précaution. Et il a été dit qu'on n'avait pas le droit de jouer aux apprentis sorciers. Il a été suggéré aussi le fait de baisser le niveau de subvention publique sur l'éolien flottant. On a parlé du TURP, qui est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, qui représente 30% de la facture d'électricité, enfin qui représenterait 30%, ça a été corrigé par RTE, c'est 25%. Il a été dit aussi qu'il était essentiel d'avoir l'accord des pêcheurs, de respecter le monde de la pêche pour développer les projets d'éolien flottant. Il a été posé la question des alternatives techniques valides et avoir une présentation synthétisée peut-être des alternatives possibles ou des compléments possibles. Et il a été dit qu'il y avait beaucoup de recours qui sont déposés contre les projets d'éolien flottant, ce qui complique beaucoup les choses pour développer cette énergie. Le projet actuel, sa mise à l'eau ne sera possible qu'en 2029-2030. Il a été rappelé que l'État français avait été condamné pour inactivité environnementale, qu'il fallait aussi prendre en compte ce fait-là et le poids de la réglementation européenne, que les projets de fermes commerciales, c'était 2 fois 17 ou 18 éoliennes sur zone,
qu'entre-temps, on aura un retour d'expérience, un REX des fermes pilotes qui sera intégré au projet final. Qu'il fallait faire… Alors, une autre personne a parlé de la nécessité de faire un travail d'inventaire du patrimoine des inventions françaises, notamment des anciens brevets qu'on pourrait redévelopper, redéployer. Qu'il y avait une ressource citoyenne mobilisable pour réfléchir de façon collective aussi à la consommation électrique et à la façon d'y répondre. Et enfin, un point très intéressant, que les postes électriques qui sont prévus en mer sur les projets de fermes pilotes et à terme de parcs commerciaux permettent un co-usage qui pourrait permettre de faire un Fab Lab pour tester en conditions réelles au large différentes alternatives qui pourraient être proposées, donc faire un centre d'essai. Et en finalité, il a été dit que si on prenait le temps d'attendre, on pourrait avoir moins de recours aussi sur les projets, donc rattraper le temps perdu quelque part dans le timing des projets. Voilà, j'espère que j'ai été fidèle à tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. Oui, il y a eu beaucoup de choses aussi dites et bravo pour la synthèse. Et, on voit que pour le coup, il était suggéré de sortir du cadre pour cet atelier. Et ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre tableau klaxoon du groupe C prouve que vous avez su sortir du cadre à plusieurs reprises. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de simplement prendre quelques minutes là pour des réactions, des retours. Vous pouvez vraiment, si vous le souhaitez, dans le chat, réagir à différents éléments que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite prendre la parole? On va vraiment prendre 2-3 interventions, pas plus, parce que le temps file. Alors, je vois pour le moment pas de demande. Oui, si je peux faire une réaction, je suis M. Guéniche. J'ai vu que mon intervention, ma référence aux Amish, qui était un clin d'œil à celle du président de la République, n'avait pas du tout pour but à être désobligeante et je m'en excuse. Et je dois dire même que si nous vivions tous comme eux, nous n'aurions pas ce débat et nous aurions moins de problèmes. Mon intervention, ma référence aux Amish, c'était plus pour constater justement la très grande difficulté de nos cultures occidentales à atteindre un niveau de sobriété qui nous permettrait d'éviter ce genre de construction d'éoliennes et de rechercher des solutions à tout prix. Et malheureusement, voilà, on est dans une culture qui n'évoluera que très lentement. Et aujourd'hui, on a juste besoin de trouver des solutions pour les 10 prochaines années pour faire face aux défis climatiques. Donc, merci. Encore une fois, désolé pour ma référence. Merci, M. Guéniche. Monsieur Hollance, vous avez demandé la parole. On vous écoute. Oui, effectivement, pour faire le tour un petit peu de ce qui a été dit aujourd'hui, effectivement, bon, il y aura, comme M. Guéniche dit, il y a vraiment un problème de société. Je ne mets pas ma vidéo parce que j'ai ma bande passante qui est un petit peu faible. Donc, effectivement, alors, ce que je voulais dire, c'est que peut-être pour que ça change plus vite, est-ce qu'il n'y aurait pas une méthode de tarification au niveau de la consommation qui nous aiderait petit à petit, comme des logiciels qu'on pourrait mettre dans les voitures pour réguler les vitesses entre deux feux rouges, entre deux virages. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant là en fait, d'avoir une tarification, comme je disais, donc vous savez, au plus on achète, en général, au moins ça coûte cher. Donc là, il faudrait peut-être faire le contraire. Ceux qui consomment peu payent moins cher le kilowatt et ceux qui consomment plus payent plus cher. Voilà, ce serait peut-être une idée pour forcer un petit peu le passage de notre société et pousser à la sobriété, parce qu'apparemment, ça a été évoqué très souvent. Et je crois qu'effectivement, dans l'immédiat, c'est quelque chose qui coûte pas cher, je dirais, qui n'est pas très économique, mais qui coûte pas cher et qui peut nous rapporter beaucoup au niveau de la progression climatique actuelle et de la biodiversité. Voilà en gros. Merci beaucoup, Monsieur Hollance. Alors, je vais proposer, si c'est possible et si elle l'accepte, je vais proposer à Mme Claudius Petit, peut-être, qui est présidente de la commission transition énergétique à la région Sud-PACA, puisqu'elle nous a fait le plaisir de participer à cette réunion. Avant que la CPDP, nous, on en tire un peu la synthèse, peut-être simplement de réagir
sur le fond, puisque vous êtes… Alors, il y a d'autres personnes aussi hein, qui sont là, mais qui sont dans des positions où ils ou elles peuvent effectivement influer sur la politique énergétique. Madame Claudius-Petit, est-ce que vous souhaitez peut-être dire un mot maintenant avant qu'on passe à la synthèse? Oui, merci. Effectivement, c'est vraiment très intéressant de participer à ce genre d'atelier parce que d'abord, il y a un très grand nombre d'intervenants sur des thématiques très différentes et donc c'est finalement très enrichissant. En finalement 2 heures de temps, on a abordé un très grand nombre de sujets, donc ça c'est vraiment passionnant. Je voulais remercier la commission particulière des débats publics. Effectivement, je retiens l'importance de la sobriété, comme je le disais dans le groupe de travail tout à l'heure. Effectivement, on en vient toujours aussi c'est l'intérêt de ce débat public d'ailleurs, hein, réexpliquer les enjeux, qu'est-ce que c'est que d'électrifier des usages, qu'est-ce que c'est que de produire des énergies renouvelables pour remplacer quelles autres énergies, etc. Donc toute la partie explication, elle est particulièrement importante et on a d'ailleurs toujours envie d'aller plus loin, d'en savoir plus avant d'installer ces fameux parcs éoliens flottants en Méditerranée. Voilà, enfin, moi, j'en retire surtout une grande modestie par rapport à ce type de projet parce que c'est quand même voilà, c'est quand même difficile à terme. La décision, je ne sais pas quelle sera, mais voilà, de prendre en compte tous ces éléments qui nous tiennent à cœur. Alors effectivement, vous l'avez dit, je suis présidente de la commission transition énergétique à la région. La transition énergétique, stratégie déchets et qualité de l'air. Je tiens à le rappeler parce que c'est une autre thématique qui est très sensible en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et par ailleurs, je suis présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Donc voilà, je vois bien ce que c'est que les enjeux qui peuvent paraître contradictoires et qu'il faut essayer de rendre cohérents. En tout cas, voilà, dans le précédent mandat, on a fait ce travail région Sud pour élaborer notre SRADET. Et je sais que c'est toujours des enjeux très compliqués qu'il faut voilà, expliquer, et puis échanger et rester humble et savoir qu'on continue à apprendre. Alors, on a parlé un petit peu des technologies par rapport à la sobriété. C'est vrai qu'on a un peu tout le temps le mot de smart à la bouche. Néanmoins, je pense que ça peut être… il peut y avoir effectivement des solutions techniques qui sont en cours d'élaboration, sur lesquelles on travaille. Je sais que c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis quelques années déjà et qui peuvent être des réponses aux problématiques qu'on a abordées, en tout cas en termes de consommation et d'optimisation des consommations d'aujourd'hui. Donc, Merci. c'est vrai que ça me remet pas mal de sujets en tête. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup, Madame Claudius-Petit. Je ne vois pas de nouvelles demandes de prise de parole et l'heure ayant tourné, je vous propose qu'on passe à la synthèse. Donc, Arthur, je te passe la main pour nous donner les points saillants de cette réunion tels que tu as pu les observer. Oui, merci beaucoup, Étienne. Alors, je vous prie de m'excuser par avance si cette synthèse n'est pas exhaustive. Elle vise juste à tirer à chaud quelques premiers grands enseignements. Et des enseignements, je crois pouvoir en tirer 3 grands ce soir. Le premier enseignement, c'est qu'à ce stade du débat public, eh bien, nous entendons toujours des questions qui commencent à revenir, qui reviennent sur ce débat public, sur le projet. Est-ce que les zones d'évitement maximum ont été choisies par l'État à ce stade, ou en tout cas les zones qui ont été proposées, sur lesquelles il y a eu de l'information dans le débat, sont-elles ces zones d'évitement maximum? Les éoliennes seraient-elles visibles depuis la côte? Faudrait-il savoir combien de jours par an elles seraient visibles et du coup adapter, je dirais, le look de ces éoliennes en conséquence? Est-ce que les pêcheurs sont d'accord? Est-ce que les usagers de la mer sont d'accord? Est-ce que ces éoliennes seraient recyclables en fin de vie? Toutes ces questions sur le projet dont on commence à avoir l'habitude dans ce débat, eh bien, elles commencent à faire naître différentes controverses qui, elles aussi, reviennent au cours de ce débat et c'est le deuxième grand enseignement de cet atelier. On a beaucoup parlé de l'attente des retours d'expérience des fins pilotes. Pour certaines et certains, il est urgent d'attendre pour ne pas se précipiter, tandis que pour d'autres, à l'inverse, l'urgence climatique prime et il est important d'agir et agir passerait par la mise en œuvre de ce projet éolien.
Pourquoi ne pas développer la participation citoyenne, y compris financière, sur ces projets? C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu aussi ce soir. Cela permettrait pour certaines et certains une meilleure acceptabilité de ces projets dans la perspective de leur poursuite à l'issue du débat public et donc potentiellement à même d'éviter des recours. Pour d'autres, cela permettrait aussi ou peut-être de nous rapprocher en fait de l'énergie, cet objet un peu lointain dont nous avons besoin au quotidien pour tous nos usages. Et la puissance publique est assez questionnée sur ces sujets. Le principe de précaution a également été rappelé. Certaines personnes expliquent que c'est quelque chose qui doit avoir une interprétation stricte et d'autres personnes disent au contraire, mais en fait, il ne s'agit pas d'enjamber le principe de précaution, mais il s'agit tout simplement de l'appliquer au maximum dans le cadre d'une conduite de projet qui intègre les retours d'expérience au fur et à mesure. Alors, ces différentes controverses dont on a débattu, et c'était un petit peu le fond de l'atelier d'aujourd'hui, eh bien, elles débouchent sur une réflexion sur les alternatives. On a beaucoup parlé aujourd'hui de sobriété énergétique. Avant même de savoir quels projets d'énergie renouvelable, quelles technologies d'énergie renouvelable mettre en œuvre, vous êtes nombreuses et nombreux à évoquer eh bien, la nécessité d'une réflexion, ce qui est selon vous la nécessité d'une réflexion sur nos usages. De quoi a-t-on vraiment besoin dans 10, 20, 30 ans? Faut-il ne pas d'abord réduire nos besoins d'énergie avant de nous questionner sur ce qu'il faut mettre en œuvre comme source de production pour pallier nos besoins? Autre proposition, eh bien, procéder localement. On a parlé de la décarbonation des sources de production d'énergie dans les campagnes par substitution du thermique. On a aussi parlé des projets tels que ceux qui ont été présentés par Énergie Partagée. Miser aussi sur une pluralité de ressources dans les énergies renouvelables en favorisant le foisonnement et en produisant des stratégies réalistes. On a par exemple évoqué le fait de ne pas miser que sur le solaire, par exemple. Et enfin, d'autres personnes mettent en avant le fait qu'il serait important, selon elles, de flécher les investissements avec la garantie que les technologies financées décarbonent vraiment le mix électrique, ce qui suppose donc de produire, d'étayer la connaissance, la connaissance sur ces projets en renseignant leur capacité à décarboner le mix électrique. Voilà pour ces quelques éléments de synthèse. Merci à vous et je te laisse la parole tout de suite, Étienne, pour la conclusion. C'est Dominique qui va, Pardon, Dominique. procéder à la conclusion. Il y a pas de... Excuse-moi, désolé. J'arrivais pas à mettre mon micro. Non, mais moi, je voulais remercier tout le monde d'avoir joué le jeu parce que c'était pas une modalité extrêmement simple. Et tout le monde a vraiment respecté le timing. Tout le monde a du coup pu prendre la parole. Et ça a permis qu'il y ait eu tous ces échanges que vous avez évoqués les uns et les autres. Je voulais juste aussi rappeler que ce cycle d'ateliers, dont c'était le dernier aujourd'hui, servait à balayer les questions énergétiques et c'était une demande du public d'aborder toutes ces questions-là pour juger de l'opportunité du projet dès le départ. Et donc, il nous a paru essentiel effectivement d'organiser ce cycle pour que tout le monde puisse s'approprier ces éléments qui sont pas simples. Voilà, donc je voulais juste remercier tout le monde et vous inviter à continuer à suivre le débat, bien sûr.